Coucou, c'est Thiago pour un nouvel épisode du Spicy Podcast. Et pour ce nouvel épisode, nos invités sont un groupe. Il s'agit du groupe Coffee Beans. Hello. Yeah. Du coup, on va directement commencer. Et la première partie de ce podcast, c'est toujours de donner une définition liée à la musique. Et pour vous, je vous ai imposé le genre musical que vous pratiquez, qui est la soul alternative. Qu'est-ce que c'est ? Rap et soul alternative, nous on a choisi d'y incorporer ce terme parce que ça décrit bien notre démarche. C'est-à-dire que déjà on a deux influences qui sont très différentes et on va essayer toujours de placer l'expérimentation au cœur de notre identité artistique. Et c'est pour ça du coup qu'on a choisi de dire rap et soul alternative. Et pour nous c'est quelque chose de fluctuant, c'est quelque chose qui... du coup, change en fonction de ce qu'on va entendre, des idées qu'on va nous proposer, des rencontres qu'on va faire. Et du coup, ça paraît important parce qu'on se situe pas que dans une case. Et voilà, c'est ce que je dirais. Ouais, moi, je vais juste rajouter qu'en soi, par exemple, notre premier projet qu'on est toujours en train de sortir, l'idée, c'était de faire à chaque fois des prods, de bosser sur des prods différentes à chaque fois, et tout en gardant ce côté... rap pour moi, pour le coup, même si j'essaie de chanter des fois. Elle, qui a sa voix très soul, mais genre, en fonction des prods sur lesquels on va poser, ça va donner tout un nouvel univers, on va dire. Et du coup, c'est le côté alternatif un peu, où genre, on reste pas bloqué sur un truc, et genre, on se laisse la possibilité d'expérimenter genre, le plus de trucs possible. C'est ça. Par exemple, si je dois donner un exemple, du coup, à Toulouse, on a commencé à travailler avec un duo d'ingé son. Donc, ça y est, c'est un duo de DJ. Shout out. Et eux, par exemple, ils nous ont apporté ce truc où, vas-y, je t'envoie une track, qu'est-ce que ça fait si tu rappes dessus ? Qu'est-ce que ça fait si tu chantes dessus ? Alors que c'est de la techno et que, par exemple, de base, on s'imaginait pas... on n'imaginait pas produire ce type de style. Mais comme notre démarche, elle n'est pas fermée, voilà, on donne ce qu'on peut avec notre touche tout en touchant à tout un peu. C'est de l'expérimentation, c'est un laboratoire, c'est de l'alternatif. Ok, donc alternatif, on peut dire que c'est expérimental alors ? C'est ça. Ouais. Ok. Souvent, on ajoute alternatif et expérimental. Mais ok. Et vous avez des petits exemples d'artistes autres que vous, parce que bien évidemment, il va falloir écouter leur musique. Et d'ailleurs, on va tout de suite commencer par la promo. Allez hop, directement, allez, donnez-nous vos réseaux et les plateformes où est-ce qu'on peut retrouver votre musique. Sur toutes les plateformes en soi, et ce sera toujours Coffee Beans avec un Z. Et sinon, sur Instagram, c'est la plateforme qu'on utilise le plus pour faire notre promo. Les autres, on est un peu des pièges. Notre Facebook, il est éclaté au sein. Je sais pas, mais sinon, ouais, sur Instagram, on fait la plupart de notre com. Et c'est Coffee Beans, coffee.banz avec 2 tirets à la fin. Et puis après, on est sur toutes les plateformes, donc Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer, Amazon Prime, etc. Ok, et nous, c'est La Sono TV également sur toutes les plateformes que vous puissiez imaginer. Et on communique principalement sur Instagram, bientôt sur TikTok. Et pour le podcast, vous pourrez retrouver en audio et en vidéo sur Spotify, donc Spicy Podcast. Sur Instagram, c'est Spicy Podcast and Games. Du coup, la petite playlist que vous pouvez faire sur de la soul alternative ou de la trap soul aussi, de la rap and soul alternative, pour que les gens puissent essayer d'écouter et de découvrir ce style-là. Artistes émergents et... Pas forcément. Juste qui incarne bien le genre pour que les gens puissent écouter et bien identifier. Moi, je dirais un groupe que j'admire, c'est Yatus Coyote, par exemple. Je sais pas si tu connais, mais... Non, j'ai écouté. La chanteuse, elle est dingue. Ils ont des instruments, ça se voit qu'ils s'amusent, ils jouent avec ce qu'ils font et ça se ressent dans leur musique. Et il y a une sensibilité aussi qui est... je sais pas, il y a beaucoup de subtilité, de sensibilité. Tu sens qu'ils sont inspirés de beaucoup de couleurs musicales issues de différentes parties du monde et ça donne un résultat vraiment magnifique. Même Sly Johnson, on était à son concert la semaine dernière, on avait fait sa première partie, il avait fait une reprise de ce groupe-là. Ah, ok. Et on était en mode on connaît. je dirais que c'est l'exemple qui me frappe le plus. C'est un groupe francophone ou Non, je crois qu'ils sont australiens. Ok. Mais après ça, je suis pas sûre, mais en tout cas, ils sont anglophones. Ok. moi, je dirais Outkast. Ok. Genre, ouais. Andre 3000 et Benjamin. Genre, il y a ce côté où ils sont venus dans le rap, où à l'époque, c'était du gangsta rap, on va dire.
Et eux, ils ont ramené toutes les couleurs qu'aujourd'hui, maintenant, on peut trouver dans le rap d'une certaine manière. Ça faisait partie des premiers à ouvrir ces portes et à permettre au rap de pouvoir porter n'importe quelle couleur et ne pas juste être dans le gangsta. Et il avait cette vibe très, très soul, très dansant, très amusant, pourtant en parlant de trucs très, très sérieux, tu vois. Et genre, je dirais podcast. Même Kanye West, hein, Même que Kanye, c'est un bien fanatique de sûr. Kanye. Ouais. Sûr. Mais après, oui, je me disais à tout moment, ça allait arriver le moment du son ou de l'artiste qui t'a le plus inspiré. Et là, je parlais de Kanye. Yes. Mais en termes de... parce que Kanye, il fait pas du rap et soul alternatif, on va dire. Lui, il fait du rap, même si c'est très expérimental, les albums qu'il a pu proposer. Mais pour le coup, en termes de duo, je connais un duo, je dirais Outkast. Yes. Du coup, vous, l'album dans des 3000, là, où il fait de la flûte, en vrai, c'est pas si surprenant que ça, finalement. Non, pas du tout. Voilà, on est d'accord. C'est même dans la continuité. Exactement. Justement, tu me tendais la perche sur les artistes préférés. Je vais vous demander quel est le premier artiste de votre vie, votre premier artiste préféré. Quand vous étiez petit. Du coup, je peux commencer parce que, Let's go. Justement de ça. Ce serait Kanye, tu vois, Kanye West. Et c'était quel son? Toi, tu l'as découvert avec quel son? J'ai découvert avec Heartless. Ok. Et j'étais ce genre de mec, on va dire, qui écoutait que ce qui passait à la radio, les trucs un peu commerciaux, un peu populaires et tout. Et quand je suis tombé sur Heartless, j'étais tellement pas prêt que je me suis dit, vas-y, il faut que j'aille écouter tout. T'as les digues. Exactement. Du coup, je suis allé tout écouter. Et c'était la première fois que j'écécoutais un album tout en entier de moi-même. Ah ouais. Sans que personne m'ait dit, va l'écouter. Et depuis ce jour, je suis un fan. Comment on appelle les fans de Kanye West d'ailleurs? Je sais pas si il a pas de nom, Kanye. Je sais pas. En tout cas, moi, je suis pas ce genre de fan, tu vois, au fond de... Ok. C'est vrai que si des fois, je suis dans l'abus, parce que je considère que c'est le plus grand génie de cette dernière génération, artistiquement parlant. Depuis Michael Jackson, en fait, pour moi. Okay. C'est du très, très haut niveau. Et il m'a grave inspiré dans plein de trucs que j'ai fait. Du coup, je dirais Kanye West. Ouais. Ok. Et toi? Moi, je dirais, et pour la petite anecdote, quand j'étais petite, souvent j'étais une lève-tôt et je me réveillais et je regardais M6 Music. Ah ouais, la base. Et Mylène Farmer m'avait intriguée, mais je me souviens, le matin de l'anniversaire de mes 6 ans, j'ai vu le clip de Beyoncé, Déjà Vu. Ah oui. Ah oui, c'était tin. C'est ça. Après le casier, tin. Ouais, non, c'était chaud. On se souvient. Et là, mais vraiment, ça a débloqué un truc dans mon cerveau. J'étais en mode, waouh, c'est possible d'être comme ça, tu vois. Genre, elle m'avait grave, je sais pas, fascinée. Et pendant toute mon adolescence, après, par la suite, j'étais fan de Beyoncé. Genre, vraiment, sa voix, sa présence, enfin, elle m'a beaucoup, inspirée, on va dire. Surtout que je pense, enfin, elle parle beaucoup du fait que, voilà, sur scène, elle soit un personnage et en privé, elle soit un autre personnage. Et ça, quand je l'ai appris, j'ai trouvé aussi que c'était d'autant plus fascinant de voir en fait qu'on pouvait incarner quelque chose de si fort tout en étant quand même, au fond, juste un être humain. Et enfin, Beyoncé, elle est indétrônable et je pense que aujourd'hui, elle n'a plus rien à prouver. Jusqu'à maintenant, c'est une artiste que j'estime beaucoup. Et du coup, vous avez des restes. Est-ce que vous considérez que, parce que vous les avez écoutés assez tôt finalement dans vos vies, est-ce que vous considérez qu'il y a un peu d'eux en vous et qu'est-ce qu'il y a d'eux en vous en tant qu'artiste aujourd'hui? Après, Beyoncé, je dirais pas que je l'ai gardé. Enfin, forcément, je pense dans mon oreille, dans mon appréhension de la musique, etc., ça a dû jouer un rôle plus ou moins consciemment. Mais après, j'ai été inspirée par d'autres artistes avec justement une démarche un peu plus alternative, genre I.Am DDB, quand je l'ai découvert, grosse influence aussi. Ouais. Et Beyoncé, au fur et à mesure du temps, je me suis un peu plus éloignée de sa musique parce que y avait certains sons que je trouvais un peu commercial pour grossir le truc. Mais je pense que j'aimerais, en tout cas, si je garde quelque chose de cette influence jusqu'à maintenant, c'est vendre autant ce rêve au public, en fait. Vendre autant cette magie qui fait que les gens viennent, prévoient des mois à l'avance. De voir, c'est qu'il y a un truc, tu vois. Et c'est beau parce que ça se cultive et c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc, moi, ce serait, on va dire, la confiance en soi. Ah ouais, Kanye West, ça c'est clair. Hein. Ouais, genre, pour le citer, le maître.
il disait lui-même, si t'es fan de Kanye West, t'es pas fan de Kanye West, t'es fan de toi-même, tu vois. Aïe, aïe, Je trouvais aïe. que c'était très beau. Et il y avait ce côté où, genre, vraiment, quand t'es dans cette démarche, c'est pas que ce que tu fais, c'est parfait. C'est en mode, t'es le premier à devoir valider ce que tu fais pour pouvoir avancer. Tu peux pas juste te contenter de ce que les autres ils te disent. Genre, ce que les autres ils te disent, ça va te permettre de t'améliorer, tu vois, pour voir des défauts que toi, tu vois pas en tant que personne concernée. Mais en soi, genre, la confiance en soi, je trouve que c'est très important, surtout dans le milieu dans lequel on est, dans l'industrie de la musique. Si t'es pas confiant, bah, tu vas te faire marcher dessus, tu vas te faire utiliser. Genre, du coup, il y a ce côté de Kanye que je veux vraiment garder. Genre, j'essaie d'être comme ça, mais en vrai, des fois aussi, je suis humain. Oui. Et du coup, j'ai des doutes et tout. Mais quand je réécoute des sons de Kanye, je suis en mode, OK, vas-y, c'est bon. C'est bon, hein. Même son petit shot documentaire, de... la dernière fois, on le regardait sur Netflix et tout. Et il faisait des sons qui, aujourd'hui, c'est des classiques de ouf. Et il rentrait dans des bureaux et tout, et il faisait écouter aux gens. Et les gens, ils s'en battaient les couilles. Ils étaient en mode, mais à quel moment? Mais lui, il venait parler aux gens comme si c'était le son de l'année, le son de la vie, en mode écoute et tout. Après, j'en suis pas à ce niveau pour l'instant, mais en tout cas, je sais que la façon dont il a confiance en lui, c'est un truc que vraiment j'ai super grave kiffé. Comment il le démystifie, le fait d'être ce que les gens appellent de l'arrogance ou de l'égocentrisme. Je trouve que c'est pas du tout ça. Lui-même, il essaie de se faire croire à lui-même qu'il est confiant en lui-même. Fake it until you make it. Exactement. Et c'est pas très facile. Et pour lui, il a réussi très bien. Et ben maintenant, on va parler peut-être un peu plus de vous. Oui. Là, on est en 2023 encore. Peut-être que quand ça est diffusé, on sera déjà en 2024. Mais en tout cas, on est à une ère où on voit de moins en moins de formations musicales avec plusieurs artistes. Ouais. Du coup, je voulais vous demander comment aujourd'hui on fait pour rester en duo et rester en de bons termes aussi, en fait. Non. En vrai, pour le coup, je dirais, là, nous, Coffee Beans, la chance qu'on a, c'est que là où j'ai mes défauts, elle a ses qualités. Et là où elle a ses défauts, moi, j'ai mes qualités. Et du coup, on se complète. Et je pense que si j'étais toujours tout seul, peut-être je continuerais à faire de la musique, bien sûr, mais je n'aurais pas exactement les mêmes démarches, dans le sens où, moi, par exemple, tout ce qui est un peu administratif et tout, je suis un grand pied, tu vois. Et genre, je suis plus dans la vraie vie, dans tout ce qui est personnel et tout. Je peux rencontrer des gens, discuter. Genre, j'aurais pas honte de me prendre des râteaux, de je sais pas quoi. J'irais juste en mode, ouais, en vrai, on fait ci, non, non, non. Je rencontre des gens. Je suis quelqu'un de très solaire, on va dire. Elle, c'est quelqu'un de très lunaire qui va être un peu timide, on va dire, et un peu réservé, ne pas très oser aller parler aux gens. Mais après, derrière, pour tout ce qui va être de faire des démarches, envoyer des trucs, faire des trucs sérieusement, genre, c'est très carré. Et pareil aussi en termes de comment on fait des répétitions, comment on écrit. Moi, j'ai un côté très... En mode, ah non, vas-y, genre, je vais trouver un truc, t'inquiète. Et elle va être en mode, non, 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 vas-y, viens, on le fait. Du coup, genre, là où je vais avoir mes lacunes, elle sera là pour me relever. Et du coup, ce côté, ça fait qu'au final, bah, ça avance très bien, voire même plus vite que ce que moi, je pensais. Et je pense que déjà, il y a ça. Après, toi, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, même en tant qu'artiste, il faut de la détermination, mais il faut aussi de la rigueur, de la discipline. Et c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui peut derrière te remotiver quand t'as pas la motivation et que ce soit réciproque. Et hier, par exemple, on regardait Bohemian Rhapsody, donc le film qui raconte l'histoire de Queen, et c'est très rigolo parce que Freddie Mercury, à un moment, il se lance dans sa carrière solo. Et puis il revient vers son groupe à la fin et il est en mode j'ai payé plein de gens, mais le problème, c'est que tous ces gens, tous ces musiciens, ils m'ont écouté. Alors que vous, il y avait les disputes, il y avait des suggestions, il y avait ces contraintes qui étaient aussi des ressources et qui font qu'en tant que groupe, on arrive à créer une énergie singulière qui nous définit et qui fait plaisir aux gens. Et quelqu'un peut écouter Coffee Beans et s'identifier aux paroles de Lil Jon ou à mes paroles qui sont assez différentes, mais qu'on essaie de combiner. Et ça, je trouve que c'est une grosse force. Et je pense que en étant seule, même si j'essaie de me dépasser, etc., en termes de timidité et tout ça, j'aurais pas pu faire tout ce qu'on fait maintenant de la même manière que... Il y a plein de choses qu'il aurait peut-être pas pensé de la même manière, quoi. Donc, pour l'instant, on se dit c'est une force et on avance. Et on se dit même quand on perce, vas-y, il y aura quelqu'un à côté de moi de vrai et de cet appui-là
on a connu la galère ensemble, on galère, on a des moments de doute, on a des moments de joie de ouf, mais on les partage ensemble et c'est beau, tu vois, c'est comme des compagnons de pirates, des nakamas. Ouais. Yes. Ensemble. Tout se dire, change. Y a pas de... Ouais, j'ai honte de lui dire ça. Ouais, vous vous connaissez vraiment, c'est une relation aussi personnelle et artistique. Ouais. C'est ça. C'est cool de vous entendre en parler positivement, parce qu'en fait, souvent, on a l'impression que c'est un peu une contrainte. On entend plus parler des groupes à leur séparation, on entend plus du négatif sur ça. Et c'est vrai que je trouve que c'est important que vous incitiez sur le fait que déjà, il y a la complémentarité, donc des qualités plus des qualités, ça fait encore plus de qualité que si on était tout seul. Et aussi sur la partie motivation, parce qu'on oublie que être artiste aussi, c'est beaucoup de rejets, beaucoup de temps mort, beaucoup de silence, beaucoup de non. Et que effectivement, pouvoir... on est des êtres humains aussi et que quand il y en a un qui est plus motivé, s'il y en a un qui peut retirer l'autre en mode non, lâche pas maintenant, t'inquiète, on y retourne et tout, c'est vrai que c'est important. Donc c'est cool que vous nous en parliez. Il y a autre chose que vous arrivez à maintenir en plus du fait d'être en duo, c'est votre originalité, votre authenticité. Vous avez vraiment une direction artistique qui est riche et claire. Et du coup, je voulais savoir, pareil, comment en fait parce que vous avez quand même pas mal d'influences différentes, en plus déjà l'une et l'autre, comment vous arrivez à garder une direction artistique aussi claire et belle, autant sur la musique que sur l'imagerie aussi? Je dirais le fait de se convaincre. En vrai, à chaque fois qu'on fait un truc, c'est pas parce que l'un est plus d'accord et l'autre un peu moins, du coup on fait parce que l'autre... Non. C'est qu'à chaque fois, il faut convaincre l'autre. Si toi, tu es le plus décidé, tu convaincs l'autre. Et au final, il y a plein de trucs qui sont triés, on va dire. Et les trucs qui sortent au dernier moment, c'est les trucs qui ont convaincu les deux bords, on va dire. Et du coup, il y a déjà ça. Après, je sais pas ce que toi, tu vas dire. Il y a aussi ce truc, pour le coup, où je trouve que la part de hasard et de chance, si on peut dire, elle a joué une grande part, parce qu'on a aussi fait des rencontres qui sont pas négligeables. C'est-à-dire que nous, sur les vidéos, sur les réseaux, on va nous voir nous deux, on est beau, on chante, etc. Mais il y a des gens derrière qui nous aident, qui travaillent avec nous. On avait une pote à Toulouse qui faisait notre direction artistique. On rencontre des gens, des vidéastes ou des photographes, SO, CEDEX, des photographes qui sont en mode « Ouais, mais votre projet, il me plaît bien. Moi, j'aimerais bien vous tourner un clip ou j'aimerais bien faire un shooting. » Et c'est des gens qui apportent aussi leur touche. Et nous, derrière, on essaie juste de se dire « Ok, on essaie d'avoir un travail qualitatif, de faire en sorte que ça nous plaise aussi. » Donc, dégager cette authenticité-là, je trouve que c'est important. Et puis derrière, comme je disais tout à l'heure, ce côté laboratoire aussi qui fait que vas-y, on expérimente. Ah, ça c'est bien, vas-y, on sort et petit à petit, on affûte. On apprend aussi en voyant d'autres artistes faire, comme toi, comme d'autres artistes émergents sur les réseaux, etc. Il y a des formats qui sont intéressants, des manières de faire qui sont intéressantes, et on se dit, ça, on pourrait s'inspirer de ça, etc. Et du coup, petit à petit, on affine, et tout en faisant en sorte que ça reste nous et que ça reste qualitatif. Et on prend le temps aussi, surtout. Parce que là, par exemple, dans notre projet qu'on sort jusqu'à maintenant, à la base, c'est un projet où on voulait sortir un son par semaine avec les clips qui allaient avec. Mm-hmm. Au final, ça a pris 1 an, au lieu de 2 mois. C'est parce qu'on prend vraiment le temps de le sortir que quand on est satisfait entièrement de l'entièreté du truc. Pas juste le faire parce qu'on s'est dit, ouais, faut qu'on fasse dans les délais, on le fait. On prend vraiment le temps et si on n'est pas satisfait, c'est pas grave, on repousse le truc jusqu'à ce qu'on soit bien satisfait. Et au final, ça se voit, ça crée un fil rouge, on va dire, un fil conducteur sur tout le long. Et, ouais, maintenant, avec du recul, même nous, des fois, on va regarder, on se dit, en vrai, c'est bien comment on fait. Mais bon, sur le moment, c'est juste, tant qu'on n'est pas satisfait, on va pas sortir un truc. Il y a plein de clips qui ont été supprimés, annulés, qui ont déjà été tournés, montés, qu'on n'a jamais sorti parce qu'on n'était pas du tout satisfait. Et on peut être pressé en tant qu'artiste, artiste émergent, tout ce que tu veux, d'en arriver à la phase d'après. Mais le plus important pour moi, je pense, ça reste d'être cohérent avec soi-même, d'être en mode juste. Et c'est intéressant parce que du coup, on a l'impression que les artistes émergents une fois que c'est fait, il faut le poster parce que en fait c'est déjà, c'est du travail, sinon ce sera du gâchis. Et aussi c'est vrai que du coup vous vous laissez pas influencer par les tendances parce qu'il y a quand même eu depuis
2019, je dirais, ce truc de aller un freestyle ou un clip par semaine, un son par semaine ou un truc tous les mois et tout, parce qu'on a l'impression que plus on poste, plus on est vu, etc. Et c'est cool de voir que vous, en fait, c'était peut-être l'idée de départ, mais au final, si le résultat vous plaît pas, on prend le temps. Voilà, donc tout ce qui est posté, c'est des choses que vous êtes vraiment convaincus, qui vous plaisent vraiment. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est important aussi de mettre en valeur cette face cachée de l'iceberg où, ouais, en tant qu'artiste et tout, comme tu disais, on se sent obligé de sortir ce qu'on a produit, etc. Et on voit les contenus des autres, on est en mode « Oh, mais moi, j'arrive pas à faire ça » ou « J'aurais jamais les moyens de tourner un clip comme ça ». Mais on peut se contenter du minimum. Il y a toujours des moments où ouais, ça va pas, où on sait pas comment faire, on sait pas comment se positionner. Mais le plus important, si j'ai un message à faire passer de ce côté-là, c'est de, comme tu disais, se sentir en accord avec ce qu'on fait, ce qu'on va sortir. Et si il y a un côté qui te ressemble pas, mais que t'as pas envie de vexer, je sais pas, le monteur du clip ou je sais pas, non, se dire ok, là je le fais pas, je prends le temps. Au moins quand je sortirai, je serais fière que les gens le partagent, je serais fière moi-même de le partager, le montrer à ma mère ou ma sœur qui font pas forcément de la musique. Voilà, c'est super important. Et je pense que à partir de là, l'originalité, elle se crée toute seule. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de Toulouse et c'est intéressant parce que du coup, vous n'êtes pas parisien. Pourtant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont découvert sur les planches parisiennes ou du moins franciliennes. Ouais. Du coup, vous venez d'où ? Moi, du Sénégal, de Dakar. Après, je suis venu à Toulouse pour faire mes études. Du coup, d'ingénieur en aéronautique, on a parlé tâche. Yes, des têtes. Ouais, je finis mes études et après, je commençais à travailler. Et juste après, il y a eu le Covid. Après, pendant tout mon parcours, on va dire, à l'université et tout, je faisais la guitare, du piano. Et ça m'arrivait souvent de jouer pour des potes qui faisaient du rap ou du chant. Et je me suis jamais dit que j'allais faire du chant, du rap. Je me suis toujours dit, c'est un truc que je fais pour le kiff. Et le Covid a fait que j'avais 3 mois de parenthèse, on va dire, dans ma vie où je pouvais expérimenter tout et n'importe quoi. Et à ce moment, je me suis dit, vas-y, je vais tester. Je vais faire du rap pour voir, ou du théâtre. En vrai, j'ai testé plein de trucs. J'ai même fait du stand-up et tout. On va pas s'étaler d'où. Et du coup, je fais ça. Et à un moment donné, ça m'a permis de rencontrer plein de gens sur Toulouse qui en faisaient du rap ou des producteurs, des trucs comme ça. Et j'ai eu l'idée de créer un label, une asso, avec plein d'artistes de plein de milieux différents. Et on est parti sur un tout premier mini-festival, on va dire, un premier événement qu'on avait créé avec des designers, des coiffeurs, des chanteurs, des danseurs. Et magiciens. Des magiciens même, ouais. Et c'était très cool. Et Toulouse, c'est une petite ville comparée à Paris. Du coup, il y a ce côté où quand tu fais des trucs, il y a plus de chances que les gens y répondent parce que souvent, les gens cherchent des trucs à faire. Même s'il y a quand même pas mal de trucs. Et ça a fait que ça a créé un début, ça a lancé un truc, puis il y a eu un deuxième, un troisième. Et en soi, c'était un label de plein de potes qui faisaient tous de l'art, mais chacun de son côté. Et là, en le faisant tous ensemble, ça a créé cette émulsion, je sais pas comment dire. Et dont elle en faisait partie aussi. Elle était là au tout premier event. Et à partir de là, on a commencé à se retrouver dans plein de trucs, que ce soit des résidences de producteurs à Paris ou des trucs à Bruxelles. Et c'était même lors d'une résidence qu'il y avait un des producteurs qui mettait ses prods et nous, on rappait l'un après l'autre. Et il nous a fait, ouais, mais en fait, vous devriez créer un duo, non ? Ça serait bien et tout. Et nous, on s'est dit, ouais, en vrai, pourquoi pas. Et c'était à Paris. Et quand on est rentré à Toulouse, on s'est redit, ouais, en vrai, ça pourrait être cool. Et de fil en aiguille, ça s'est fait. Et une fois qu'on avait eu l'impression d'avoir fait un peu le tour à Toulouse, même s'il y a quand même des salles emblématiques qu'on n'a pas encore fait, on s'est dit là, le truc qui pourra faire évoluer la carrière, ce serait d'aller sur Paris. Et du coup, on est arrivé sur Paris sans attendre, sans rien du tout. On avait juste des potes qui nous hébergeaient au début. On s'est dit, vas-y, on vient s'installer, on voit ce que ça donne. Et ça fait 1 an maintenant. Et ça avance plutôt bien. Il y a des moments des moments plats, tu vois, mais aussi des moments très intenses, très cool. Je parlais trop. Hein. Non, t'inquiète. Et toi, du coup ? Moi, je suis sénégalaise aussi, née à Perpignan, dans le sud de la France. Et après, je suis allée faire mes études à Toulouse. On s'est rencontrés là-bas. Et voilà. Après, la suite, c'est ce qu'il a raconté. Ouais. Mais sinon, elle est catalane, hein, elle est de Perpignan. Ouais. Voilà. Mais, ouais. Et du coup, l'Eldorado parisien, c'est réel ou pas ?
Parce qu'il y a ce mythe quand même de tous les artistes qui montent à Paris, et ça fait des siècles d'ailleurs. Enfin, je pense que même à l'époque des Edith Piaf, etc., il y avait ce truc de oui, il faut aller à Paris pour faire de l'art, même pas seulement de la musique. Est-ce que vraiment, c'est un truc? Alors. Voilà. Bon, en vrai, oui, mais moi, de base, même les artistes que je voyais aller à Paris, moi, je m'imaginais jamais vivre à Paris. Genre, vraiment, c'est pas pour vous. Voilà. Je suis pas parisienne. Mais en tout cas, c'est plus qu'au fur et à mesure du temps, par déduction, on s'est rendu compte que, ouais, à chaque fois qu'il y avait quelque chose d'intéressant, une proposition, enfin, pas à chaque fois, mais la plupart du temps, c'était à Paris, ou des tremplins, ça demande de venir à Paris, ou par exemple, si on va à Bruxelles, etc., on s'est dit, mais en vrai, pourquoi pas tester, enfin, aller voir à quel niveau c'est vrai. Et je trouve que, bon, ce truc d'Eldorado, pas à ce point, parce qu'il y a une loi qu'il y a ici et qu'il y a partout ailleurs, c'est que sans contact, tu peux pas forcément aller au bout de ce que tu veux faire, et qu'il y a toujours un plafond de verre qui est difficile à dépasser malgré tes ambitions et ta détermination. Mais il y a quand même un côté où c'est super stimulant parce que c'est très varié. Tu peux faire des jams, des open mic tous les soirs pratiquement. Mm-hmm. Tu peux rencontrer beaucoup de publics différents, assister à beaucoup d'événements différents. Et ce côté-là, c'est très vrai, quoi. Mais il faut vraiment apprendre à se jeter dans le bain et faire avec ce qui se présente. Mm. Moi, je trouve que c'est vrai, ce côté Eldorado de la musique, mais le prix à payer derrière, il est très cher, en fait. Du coup, genre, c'est le côté en mode, faut s'habituer à l'intensité de la vie, les transports, la cherté de la vie. Ça reste Paris, quoi. Même s'il y a des opportunités, ça reste Paris. Faut vraiment être prêt à faire ces sacrifices-là. Mais sinon, au-delà de ça, moi, Paris, c'était une ville que j'aimais beaucoup, de base. Genre, sur le coup, sur ce point, on n'est pas d'accord. Moi, j'adore Paris. Et je considère qu'on n'a même pas encore vécu 20% de Paris. Genre, à chaque fois, je le dis en plus, tant qu'on n'est pas riche dans Paris, on ne peut pas considérer qu'on a vécu Paris, tu vois. Sinon, on a juste vécu ce que les gens qui vivent dans Paris et qui ne sont pas encore riches vivent. Et c'est un peu nous tous qu'on est en train de faire. Et genre, c'est des sacrifices que tu fais dans l'objectif d'aller vers quelque part. Et en attendant, c'est en mode, si tu es prêt à payer ce prix, ouais, je dirais Eldorado. Il y a plus de opportunités, exactement. Mais après, sinon, il y a quand même un truc à payer derrière, c'est l'instabilité, genre, que ce soit financière, mentale, psychologique, tout ce que tu veux. Nous, à Toulouse, les transports, c'était 10 € par mois. De tout au métro. Tu vas faire pleurer des gens. Genre, ouais, doucement. C'est pas pareil, tu vois. Ton loyer, si tu payes ton appart 400 balles par mois, t'as un grand appart, tu vois, dans le centre-ville. Donc là, à Paris, c'est complètement différent. Du coup, ouais, non. Il y a un prix à payer, mais après, musicalement, artistiquement parlant, ouais, Paris, ça reste quand même une des grosses capitales de la musique. De la culture, de la musique aussi. Écoutez, on va passer à la rubrique Les dessous des punchlines, où je vais citer des paroles de vos chansons. Donc du coup, dans la chanson Hey Hey, tu dis I'm a lot of things, fake no one of them. Qu'est-ce que tu entends par là? Déjà, peut-être traduire, parce que tout le monde n'est peut-être pas anglophone. Ok, je dis genre que je fais une traduction littérale d'abord, parce que je trouve que ça perd du sens quand tu traduis, mais bon, je le fais quand même. Je dis que je suis plein de choses, mais que être faux n'en fait pas partie des choses que je suis. En gros, ce que je dis là-dedans, c'est que genre, je me permets, surtout à moi, de pouvoir être tout ce que je veux, tant que je suis en accord avec moi-même, tant que je reste vrai avec moi-même. Et du coup, j'ai jamais accepté cette étiquette d'être rappeur ou d'être ci ou d'être ça. Même tout à l'heure, je disais que j'étais ingénieur en aéronautique, tu vois, par exemple. Même ça, je me définis pas en tant que ça. C'est pas le métier ou le truc, l'activité que je fais qui va me définir en tant que personne. J'aime bien me définir en tant que juste moi-même, capable de faire plein de choses. C'est pour ça que je dis I'm a lot of things. C'est en mode, je peux être vraiment tout et n'importe quoi. Je pourrais même être faux, mais genre, c'est là où je... Ça limite ça. Ouais, en mode, genre, je veux quand même tout le temps rester honnête avec moi-même. Du coup, pas faux. Et, ouais, c'est ça que ça a été. Donc, t'es expérimental même dans la vie, en fait. Ouais. En vrai, quand je l'écrivais, c'était pas si profond que ça, mais maintenant que je devais l'expliquer, je me suis dit, OK, il faut que je le trouve. Et, ouais, en vrai, pour le coup, ça a expliqué un peu. Ouais. OK. Vous avez un autre titre, du coup, qui est déjà sorti, c'est Fibonacci. Et du coup, tu dis, t'accroches pas aux êtres inanimés. Donc ça, c'est juste un petit bout. Faut d'ailleurs aller écouter la chanson, parce qu'elle est disponible.
Du coup, je voulais que tu te développes sur cet aspect-là. Après, pour moi, ça renvoie à ce côté où tu as beaucoup d'êtres humains qui sont dans leur cercle de pensée. Et moi, dans ma musique, je parle beaucoup de mon ressenti vis-à-vis de monde, de mon rapport au monde. C'est Genkat, c'est un peu le personnage que j'ai, qui est inspiré de ma personne, beaucoup. Et il y a ce côté où j'ai pu beaucoup souffrir, en fait, de sentir... c'est un peu comme quand tu dis, ouais, je lui ai parlé, mais j'avais l'impression de parler à un mur. C'est ce côté où tu as des personnes qui sont dans leur cercle de pensée et malheureusement, malgré le fait que tu veuilles les faire changer, malgré le fait qu'elles puissent voir qu'elles te blessent, etc., elles vont rester sur ce côté-là. Et d'ailleurs, la suite, c'est t'accroches pas aux êtres inanimés, inanimables, parce qu'il y en a qui le restent et j'ai pu le voir avec des personnes très proches de ma vie. Et c'est une espèce de conseil que je donne aux autres, mais que je me donne aussi à moi-même, parce que c'est super difficile de hiérarchiser les rapports humains sans l'espoir derrière que ça puisse évoluer, en fait. Et je pense qu'au bout d'un moment, ouais, c'est plus protecteur de se dire qu'il y a des êtres humains, malheureusement, il ne faut pas s'y accrocher. Et continuer sur le chemin de sa propre éveil sans se laisser se faire entraver par ce type d'êtres humains. Voilà. Ok, donc encore une fois, ne pas se laisser influencer par n'importe qui, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Ok, bon, écoutez, on arrive à la fin de ce podcast. Il ne reste plus qu'une question, qui est la question anonyme des followers, et qui du coup revient sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Et la question est, comment vous avez fait, et aussi, qu'est-ce que ça fait de faire la première partie de Sly Johnson? Le comment, en fait, on avait fait un open mic à Nanterre, à la maison Daniel Ferry. Je crois que c'était ça. Et après notre passage, il y a Sandrine. Et shout out Sandrine. Qui est venue nous voir en mode... ouais, il y a un concert... Après, il y avait 6 mois d'écart ou un truc comme ça. C'était dans très longtemps. C'était un de nos premiers open mic sur Paris. Et du coup, le concert, il était pour novembre. Et du coup, elle était venue nous voir en mode... Ouais, genre, j'aime bien ce que vous faites et tout. Ça vous dirait de faire la première partie de tel, sans vraiment connaître tout ce qu'on faisait de tout le reste. Et du coup, nous, on était en mode... OK, on est grave chaud de le faire. Et on s'est échangé nos contacts, nos mails et tout. Et après, ça a pris le temps que ça a pris, mais au final, ouais, c'est comme ça, c'est pour le comment. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait, du coup? En vrai, c'est super cool. En dehors du fait que ce soit un artiste reconnu, ça fait du bien, en fait, d'arriver à l'endroit, genre rencontrer vraiment une vraie équipe technique, se sentir dans le bain, pouvoir faire ses demandes à l'ingé lumière et tout. Genre, il y a un côté où ça fait toucher du bout du doigt ce que derrière, on a mis tant de temps à faire. Et c'est très cool. Et même de pouvoir, par la suite, on lui a parlé, il nous a donné des conseils, etc., sur notre prestation scénique. Ce jour-là, on avait 20 minutes, mais en 20 minutes, on s'est dit, OK, là, on a un public qui n'est pas venu pour nous. Comment déployer notre univers, comment créer ce contact avec eux. Et c'était une super bonne expérience. Et je pense que c'était une espèce de marque-temps dans notre chemin artistique, de se dire, OK, là, on en est arrivé là. On a réussi, on a fait bonne impression. Il y a des mamies qui sont venues nous dire, ah, c'était cool. Il y avait des enfants. Enfin, il y avait un public très diversifié. Et de savoir que on a passé cette étape de pouvoir leur plaire, etc., tout en faisant la première partie d'un artiste reconnu, c'était super gratifiant. Et je pense que c'est important pour se galvaniser pour la suite, de se dire, OK, il y a des gens en dehors de mes potes qui aiment ma musique. Donc, c'était cool. Écoutez, merci pour ce retour et merci d'avoir participé au Spicy Podcast. Merci à toi. Okay, et félicitations pour ton EP qui vient de sortir. Merci. Allez écouter. Instant promo toujours. Trop bien, hein, let's go. C'est le genre de personnes qui te font douter parce que c'est tellement qualitatif. Mais arrête de faire ça. Merci et rendez-vous au prochain épisode. Tchuss.